Nous avons la chance d'avoir deux excellents auteurs parmi nous. Donc, je vous présente Dima Vanous, qui va nous parler de son roman « Ceux qui ont peur », édité chez Gallimard, et Khalil Tafakji, qui a écrit « 31 degrés nord à la découverte ». Le roman de Dima, Dima est écrivain, elle est journaliste, vous êtes née à Damas et vous viviez à Londres. Le roman de Dima est un roman très personnel. Je vais le résumer, puis vous me direz si le résumé correspond à ce que vous avez voulu faire. C'est un roman intime, personnel, qui raconte les angoisses, les peurs d'une jeune fille, d'une jeune femme, son chagrin devant la maladie puis la mort de son père, mais aussi la difficulté qu'il y a à vivre dans un pays qui est une dictature, puis qui est un pays en guerre. Il est question d'enlèvement, de surveillance, de méfiance, de disparition, mais ça reste un livre très intime. Il y a dans ce roman un dialogue à distance, imaginaire ou non, on ne sait pas, entre une jeune fille, Soulaïma, qui est restée à Damas, et un jeune homme, Nassim, avec qui elle a eu plus ou moins une histoire d'amour et qui vit maintenant en Allemagne. Est-ce que le résumé correspond à peu près à ce que vous avez voulu écrire? Oui, bien sûr. Bon, alors je vais continuer peut-être, je vais présenter notre deuxième auteur et notre deuxième livre. Alors le roman, pardon, c'est pas du tout un roman. L'essai de Khalil Tafakji, 31 degrés nord, est peut-être un essai, on verra après comment vous voulez le qualifier. Khalil Tafakji est né à Jérusalem, vous y vivez toujours, je crois. Vous êtes géographe et cartographe. Il est directeur du département de cartographie et des systèmes d'information géographique de la Société d'études arabes. Pendant 30 ans, il a sillonné la Palestine et l'a cartographiée. Il était membre de la délégation palestinienne lors des pourparlers de la paix d'Oslo. C'est bien d'Oslo qu'on parle. Et dans ce livre, qui est un livre de géographe, il raconte la colonisation progressive des territoires occupés par les Israéliens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte comment concrètement il a fait ses cartes avec au début très peu de moyens. Et il raconte aussi comment il fait parler les cartes et comment il les explique aux politiques, et notamment à Yasser Arafat. Et c'est un moment passionnant et assez rigolo, bizarrement. Voilà, donc on a d'un côté un moment qui est ultra personnel, subjectif, intime. De l'autre, un essai qui a la rationalité de la géographie et de la cartographie. Vous allez dire qu'il n'y a pas grand-chose en commun. Il n'y a pas énormément en commun. Mais quand même, les deux ont en commun de se passer dans des territoires très proches, quand même, qui relèvent de la même culture. Et tous deux vivent dans des pays où les citoyens sont écrasés par un pouvoir politique et où la liberté de mouvement est limitée. Voilà. Donc, à partir de là, je vais commencer à dialoguer avec les auteurs. Peut-être qu'on va commencer avec vous, Dima. On peut dire que le roman commence comme la plongée dans la tête d'une jeune fille qui va mal, une jeune fille qui vit à Damas, qui voit régulièrement un psy. Elle va mal parce que, sans doute, elle parle beaucoup de la mort de son père après une longue maladie. Elle parle d'autres angoisses. Elle vit aussi dans une ville et dans une société où peut-être les vrais échanges sur ce qui est important ou interdit ou difficile. Est-ce que cette première description vous semble correspondre à ce que vous avez voulu écrire? Alors, bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici. Je m'excuse, excusez-moi, parce que je vais faire beaucoup de fautes de grammaire, de prononciation. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français ni pratiqué. Alors,
Concernant le roman, je ne suis pas vraiment d'accord que c'est une histoire intime. Parce que pour moi, c'est une histoire d'un peuple. Je n'ai pas le droit de parler du peuple syrien, bien sûr, mais je peux quand même parler d'un sentiment commun entre 23 millions Syriens. C'était la peur pendant 40 ans, sous le régime d'Assad, le père, et après le fils. Et jusqu'à le moment, la peur règne la vie en Syrie et des Syriens. Alors, j'étais à Beyrouth à l'époque, et j'ai rêvé, j'ai une relation vraiment extraordinaire avec les rêves. La première question que je demande chaque matin à mon fils, après le bonjour, comment c'était la nuit, c'était de quoi tu as rêvé cette nuit. Alors, à Beyrouth, j'ai rêvé d'un ami très proche de moi, et c'était un ami très proche de mon père. C'est un écrivain, un romancier libanais. Et je l'ai vu allongé par terre dans un recueil, on dit cercueil, noyé de sang, et sa tête ouverte et remplie d'oignons. Et c'était pour moi vraiment horrible de rêver de ça. J'ai décidé de rédiger le rêve pour ne pas l'oublier. Et après de ça, j'ai commencé le roman. Un roman sur la peur, la peur syrienne. Alors, est-ce que on a l'impression en le lisant, mais vous allez peut-être me dire que c'est pas ça, qu'il y a une grande part autobiographique dans ce roman. Quelle est la part autobiographique et quelle est la part de... c'est pas autobio, mais c'est... Par contre, pendant 4 ans, les Syriens ont vécu supprimés, marginalisés, interdits de s'exprimer, de parler. C'était comme des copies des Syriens. Des clones, chaque Syrien ressemble à l'autre. Il n'y a pas de... unicité. Ou c'est ça. Oui. Et alors, après la Révolution, on a bien sûr récupéré la capacité de nous exprimer. Et c'était un piège aussi que j'ai essayé de ne pas tomber. Parce qu'après la Révolution, chaque Syrien a une histoire personnelle et il veut raconter son histoire à lui. Alors, j'ai commencé par une histoire peut-être intime ou personnelle, mais pour parler des autres histoires. Alors, ce n'est pas vraiment autobio, mais en fin de compte, je suis l'écrivaine. Je ne peux pas me séparer totalement de ce que je sens, de ce que j'ai vécu, de mon passé, de mes mémoires. Alors, dans ce roman, il y a la jeune fille va régulièrement voir un psy qui est un peu son repère et quelqu'un de solide dans sa vie. Et puis, sauf que vers la fin, le psy aussi, qui semblait ne pas pouvoir être atteint, le psy finit par être atteint par la situation politique. Comment est-ce que... oui, bien sûr, parce que le psy, en fin de la journée, il raconte tous les gens. Il raconte je sais pas, les pro-régimes et les opposants, les gens qui soutiennent l'agression et les autres qui condamnent ça.
C'est pas facile. Il raconte des shabiha, peut-être, qui travaillent comme des militants avec le régime et qui tuent des gens. Alors, c'est pas évident d'être un psychanalyste à Damas en ce moment de l'histoire. Par exemple, hier, il y a une vidéo qui a été diffusée sur le Facebook et Twitter des militants syriens qui sont en train d'exhumer les tombeaux des Syriens tués par le régime. Alors, ces militants tuent ces Syriens et après essaient de l'exhumer. Alors, cette agression, ce militant, peut-être il va milicien, il va ouais. et peut-être il visite un psychanalyste, je ne sais pas. Alors, comment on fait quand on est psychanalyste et qu'on a des bourreaux devant soi, c'est ça. Alors, votre roman a une forme particulière, il y a le récit, et dans le récit, l'héroïne lit le journal qui a été écrit par celui qu'on va appeler peut-être son ex-amoureux ou quelque chose comme ça, celui qui est parti en exil en Allemagne. Et dans le journal ou dans le récit qu'a écrit ce jeune homme, elle retrouve beaucoup d'éléments de sa vie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette construction très, très particulière ? Qu'est-ce que ça a ajouté à votre récit principal ? C'est comme un miroir. Ces deux filles qui se ressemblent beaucoup et que à la fin du roman, on n'est pas sûr si ce sont deux filles ou une seule qui imagine soi-même ou qui parle de sa vie d'elle-même. Et en plus parce que, oui, je voulais dire que le sentiment commun entre tous les Syriens, c'est la peur. Si tu es sunnite, si tu es alawite, si tu es avec le régime, si tu es contre le régime, tu as peur. Alors, il y a un autre élément dans ce roman qui revient tout le temps. C'est la maladie, puis la mort du père, qui est un drame intime, un drame familial. Sauf qu'il il se passe dans une société où il y a plus de médicaments, où il n'y a plus de médecins, où il n'y a plus de place à l'hôpital. Voilà, comment est-ce que vous pourriez... je veux dire, c'est pas la même chose d'avoir un cancer en France ou en Italie, et puis quand on est à Damas, c'est pourtant dans une famille de la classe plutôt moyenne supérieure, mais s'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médicaments, et s'il n'y a pas de place à l'hôpital, il n'y en a pas. Comment ça se passe à quel point est-ce que c'est une description de la vie à Damas ? Non, ce n'était pas le cas à l'égard des médicaments ou des hôpitaux, surtout que le père de Soulaïma a décédé avant la Révolution. Mais il y a des gens, bien sûr, dans le roman qui sont morts après la Révolution. C'est une question très difficile que vraiment, je n'ai pas assez d'expérience pour en parler. Pour en aborder. Mais j'ai toujours une petite famille qui habite à Damas et je sais très bien comment c'est trop difficile de tomber malade. J'avais ma tante qui a décédé maintenant à Damas, ça fait 2 ans, il y a 2 ans. Et avant d'être morte, chaque jour, on la téléphone et on l'a dit, s'il te plaît, ne tombe pas malade parce que c'est trop difficile de trouver les médicaments, c'est trop cher de trouver un lit vide à l'hôpital. Il n'y a pas assez des chambres, des lits. Alors c'est catastrophique. Tout ce qui se passe, c'est hors de toute imagination, de toute littérature, de tout. Dans le roman, la jeune fille fait
assez fréquemment des allers-retours entre Damas et Beyrouth. Donc il y a sa vraie vie à Damas, et puis il y a Beyrouth où elle peut aller à des expositions ou travailler avec des artistes. Est-ce que j'étais surprise, je pense. Est-ce que ce sont des choses des allers-retours qui pouvaient se faire facilement et qui se font encore, ou jusqu'à quand est-ce que ça a pu se pratiquer de manière à peu près normale? Non, j'ai fait ces allers-retours pendant 2 ans. Après, j'ai été interdite d'entrer dans mon pays. J'étais demandée, alors c'était impossible de retourner. Mais je ne sais pas, oui, jusqu'au moment, il y a des gens qui, bien sûr, pro-régime surtout, qui font ces allers-retours. Ouais. L'important pour moi, c'était que la première chose, moi, j'ai écrit ce roman à Beyrouth et j'ai parlé de la peur qui était aussi commun entre les Syriens et les Libanais, car les Libanais ont été occupés par l'armée syrienne pendant plus de 15 ans. L'armée syrienne a commis à Beyrouth toutes sortes d'agressions, de répression, de tout. Alors, c'était vraiment le même régime qui règne à Damas et à Beyrouth. Alors, c'est pas vraiment, c'est difficile d'écrire ce roman sur la peur à Beyrouth et de parler juste de la Syrie. Ouais. Il y a aussi une autre question qui est dans ce livre, c'est surtout quand il s'agit de Nessim, l'ami éloigné, c'est l'idée de devoir être séparé des gens qui ont dû quitter le pays. Pour sa part, à lui, il a une condition d'exilé ou de réfugié, en tout cas d'exilé. Est-ce que c'est aussi votre cas et c'est le cas d'un certain nombre de Syriens. Est-ce que c'est pas tout à fait central dans votre livre, mais c'est quand même un des thèmes importants? Comment est-ce que vous avez pas voulu le mettre au centre quand même, la question de l'exil? Non, parce que je crois que les Syriens étaient exilés en Syrie, même avant la révolution. C'était une politique de la régime. Il a essayé, par exemple, de susciter, oui, la haine des Syriens contre eux-mêmes. Alors, par exemple, qui vit à Damas, il ne sait rien sur le Syrien qui vit à Daraa, à Idlib, en Alep, et le contraire. Alors, ils étaient exilés en Syrie, dans leur région, dans leur campagne, dans leur petite ville. Alors, ce n'est pas une question... Maintenant, c'est comme avant. La différence, c'est que c'est trop difficile maintenant, c'est trop dur. C'est trop... même pour moi. Moi, j'ai quitté Damas pour aller à Beyrouth. Et après, je suis venue en France pour 6 mois, après à Beyrouth, après à Londres. C'est pas évident de quitter son pays, bien sûr, et de ne plus avoir un point de repère. J'ai souffert pendant 5 ans parce que j'ai pas un point de repère. J'ai mes valises, j'ai pas une maison, j'ai pas des parents, j'ai pas des amis. Il faut faire des amis à chaque fois. Tu pars et tu arrives et tu t'installes. Et alors, et de trouver des... Alors maintenant, j'ai trouvé des choses différentes pour me sentir, des points de repère différents, comme une chaise dans la maison que je sens, c'est mon identité, tu comprends? C'est des petites choses, petits détails. Mon fils, par exemple, c'est tout ce que j'ai maintenant, mes valises et mon fils.
Donc, ce roman parle d'une jeune femme qui est en partie brisée par la guerre, dans un pays brisé par la guerre. Est-ce que vous diriez que son esprit et que ce qu'elle vit, c'est comparable à celui des Palestiniens qui vivent, eux, dans un pays brisé, morcelé aussi? Est-ce que pour vous, c'est comparable ou est-ce que c'est vraiment des histoires différentes? On était en train de parler avant oui, on était en train de parler de cette chose, de ces détails communs entre les Syriens et les Palestiniens. Je crois, pour moi, que les Palestiniens ont un ennemi extérieur. Les Syriens ont un ennemi intérieur. C'est le régime c'est le régime qui porte qui a la même nationalité, qui a la même mémoire, histoire, qui tue le peuple. Alors c'est différent, c'est totalement différent. Avant, c'était pour les Syriens, au début de la révolution, c'était très optimiste de dire à un Syrien que peut-être le futur sera comme les Palestiniens. C'était pour les Syriens, c'est catastrophique. Non, on veut pas ça. Maintenant, on a le sentiment, on a l'impression que la cause palestinienne est plus facile que la cause syrienne, et que peut-être les Palestiniens peuvent retourner chez eux avant que les Syriens le peuvent. Ouais. Mm-hmm. Et vous, Khalil Tafakji, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Est-ce que vous, voilà, Dima a donné son point de vue. Quel est votre point de vue à vous? طبعا احنا عامل مشترك بيننا وبين السوريين، يعني أنا أمي سورية فبالتالي أنا وزميلتي سوريين. Bien sûr, il y a des éléments communs entre nous. Par exemple, ma mère est syrienne, donc je suis syrien. Dima et moi sommes syriens. حقيقة قضية الشعب الفلسطيني هي تشبه الشعب السوري، لكن قضيتنا هي معقدة أكثر نتيجة لطردنا من الأرض وإحلال سكان آخرين. Il y a des parallèles entre la cause palestinienne et la cause syrienne, mais la cause palestinienne est bien plus compliquée parce que nous avons été chassés de notre terre qui a été habitée par d'autres gens. حتى أننا اليوم نشعر بعد ترامب أن إحنا سنصبح مثل الإنديان ريزرفيشن، يعني مثل المحمية الهندية. Nous avons le sentiment aujourd'hui, après l'accès au pouvoir de Trump, que nous allons devenir comme des réserves indiennes. وهذا ما تنبأنا به في الكتاب الذي صدر. طبعا عندما ذهبنا إلى مدريد في عام 1991 كنا نتنبأ كمختص بهذا الإطار ماذا سيحدث لنا في المستقبل. Et c'est ce que nous avons envisagé d'ailleurs, et c'est ce qui est écrit dans ce livre. En 1990, quand j'ai accompagné la délégation palestinienne à Madrid lors des négociations de paix, nous avons effectivement anticipé cet état de fait. وبالتالي ما نشر بالأمس ما يطلق عليه اسم صفقة القرن، أنا كباحث لم أتفاجأ. Et donc le plan de Trump qui a été publié sous le titre « Le deal du siècle » ne m'a pas vraiment surpris. Alors, on va bien sûr revenir au plan Trump, bien entendu, mais pour qu'on comprenne que vous n'êtes pas juste un commentateur politique, mais que vous avez vraiment une expertise scientifique sur la question, je voudrais que vous nous expliquiez comment et pourquoi vous avez commencé ce travail de cartographie de la Palestine. درست في سوريا جغرافيا، يعني البداية هي كانت في سوريا، وطبعا أنا وزميلتي كمان مرة أخرى غير أن أمي سورية أيضا أنا درست في جامعة دمشق. J'ai commencé mes études de géographie à Damas, donc un autre point commun وهناك avec طبعا تعلمنا قضية الخرائط. Et c'est là-bas que j'ai été initiée à la cartographie. وبالتالي الخارطة هي ممكن أن تسبب حرب وممكن أن تسبب سلام. Et une carte peut initier une guerre ou au contraire peut apporter la paix.
أعطيكم أمثلة على ذلك ما بين كشمير بين الهند وباكستان على قضية كشمير وقضية فرنسا وألمانيا في الحدود في الحرب العالمية الثانية. Je vous donne deux exemples à cela, le Cachemire indien ou pakistanais, justement, ou la question de la frontière entre l'Allemagne et la France. وأيضا الخطأ كثيرا ما نرتكب أخطاء كما حدث في 48 عندما كنا بالأمس مع الدولة العربية وفي اليوم التالي أصبحنا مع الدولة الإسرائيلية. Et c'est une erreur de cartographie qui a fait qu'un jour, nous étions dans l'État palestinien et puis le lendemain dans l'État israélien. وهذا ما يحدث الآن في قضية الخرائط. فبالتالي الخرائط وعندما بدأنا في قضية الخرائط هي درسنا الماضي والحاضر والمستقبل. Et quand on étudie les cartes, on étudie le passé, le présent et l'avenir. وهو ما يوجد الآن ماذا سيحدث في المستقبل. أنا لست نبيا لكن أستطيع أن أقرأ المستقبل نتيجة لقراءتي لهذا الموضوع. Donc je ne suis pas un prophète, mais je peux anticiper l'avenir en lisant les cartes actuelles. Alors, avant de nous dire comment vous lisez les cartes, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez commencé à dessiner les cartes des territoires et à quelle occasion et avec quels petits moyens au début? يعني بدأنا في الأيرون إيج يعني في العصر الحجري أو الحجر الحديدي. Quand j'ai commencé, c'était un peu l'âge de pierre ou l'âge de bronze même. لم يكن هنالك كمبيوتر، لم يكن هنالك أجهزة، كنا نعمل في قضية الرسم بالأقلام. Donc il n'y avait pas d'informatique, on n'avait pas d'instruments, on utilisait simplement les crayons. بعدين لم يكن لدينا أي معلومات، لم يكن لدينا خرائط، فبالتالي بدأنا في تجميع الخرائط من الولايات المتحدة الأمريكية، من بريطانيا، من تركيا، من الأردن ومن كل ذلك. Et nous n'avions pas de cartes à disposition. Nous n'avions pas de données, donc il a fallu rassembler d'abord les cartes un peu partout dans le monde, les États-Unis, la Jordanie, la Turquie. فبالتالي بدأنا بهذا العمل فأصبح لدينا استعمال أدوات بدائية حتى جاءت الأجهزة في الكمبيوتر. طبعا احنا بنحكي سنة ال 95 من 83 لل 95 في تقريبا 10 سنوات كنا نعمل في الخرائط وكانت لدينا مشاكل كثيرة وخاصة في الرسم عندما تتمدد الورق وتقلص. Donc de 83 à 95, nous avons travaillé vraiment avec des outils primaires, avec ce problème justement de dessiner sur les cartes et du rétrécissement quelquefois des papiers. Donc pendant ces 10 ans, des outils primaires avant l'avènement de l'informatique en 95 et l'usage des ordinateurs. وفي بعض الأحيان كانت تسبب لنا يعني نصبح مجانين من هذا الموضوع نتيجة للتغير الخطوط في بعض الأحيان. Et donc on devenait fou justement en raison de la modification du tracé à cause du rétrécissement du papier, des mouvements du papier. Voilà l'histoire. Et donc, pour qu'on comprenne bien de quoi vous parlez, il s'agissait bien de montrer qu'est-ce qui était territoire israélien, qu'est-ce qui était territoire palestinien, qu'est-ce qui était territoires occupés de manière précise, village par village. لا حقيقة في موضوع الخرائط كان لا يوجد لدينا خارطة لفلسطين بل خارطة لإسرائيل والضفة الغربية. En fait, on n'avait pas de carte de la Palestine en réalité. Nous disposions d'une carte d'Israël et de la Cisjordanie. بالإضافة إلى ذلك أنه حوالي 530 قرية ومدينة فلسطينية مسحت من الأرض منذ عام 48 لل 50. Et il faut savoir que 530 villes et villages palestiniens ont été complètement rasés entre 48 et 50. وفي عام 1967 تم إزالة أيضا حوالي 5 قرى فلسطينية. Et en 1967, 5 villages ont été على هذا الأساس إحنا بدأنا في مسح ميداني بالسيارة. لم يكن لدينا ساتلايت ولا صور جوية. Donc on a commencé par une collecte de données vraiment sur le terrain, mais en parcourant en voiture parce qu'on n'avait pas d'outils satellites ou autre. وبالتالي وضعنا أول خارطة صدرت في عام 1991. Donc la première carte que nous avons établie
date de 1995, تبين هذه المدن والقرى التي مسحت بالكامل. qui montre donc ces villages qui ont été complètement écrasés, rasés. ثم بدأنا نستعمل فيما بعد الصور الساتلايت يعني الصور الفضائية. Puis nous avons commencé à employer les images satellites. فكنا نتابع قضية الاستيطان، تطور الاستيطان، وفي الكتاب هنالك صور كيف كانت سنة ال70 وكيف أصبحت سنة 2018. Donc c'est ainsi que nous avons pu surveiller la progression de la colonisation des années 70 jusqu'à aujourd'hui. طبعا 70 كانت صور جوية مش ساتلايت. Dans les années 70, c'était des images aériennes, pas des images satellites, ça c'est venu plus tard. Alors pour qu'on ait une idée de à quel point cette cartographie a été intéressante, je voudrais que vous nous raconteriez le moment où, je crois que c'était en 95, vous êtes allé voir Arafat et vous lui avez dit, voilà, est-ce que pouvez nous raconter ce que vous lui avez dit et à propos de ce que vous avez appelé la peau de léopard. Voilà, c'est parce que c'est un moment important. حقيقة التقينا مع عرفات في باريس سنة 1995 وطبعا في تلك الفترة كانت هنالك مدريد، لكن في فترة مدريد نحن قدمنا الخرائط للوفد الفلسطيني المفاوض أنكم إذا ذهبتم إلى مدريد ستعطوا هذه الكانتونات الصغيرة، ونفس الخارطة أعطيت إلى عرفات في باريس عندما التقيت فيه لثاني مرة. أنا لم ألتقي في عرفات إلا مرتين، كانت في 1990 و 1995 قبل أن يأتي إلى الضفة الغربية. En fait, c'était en 95, j'ai rencontré Arafat à Paris, et à cette occasion, les cartes que je lui ai montrées étaient les mêmes qu'on avait données à la délégation palestinienne lors des négociations de paix à Madrid, en leur disant voilà ce que vous allez obtenir. Voilà les cantons que vous allez obtenir. Donc c'est cette même carte que j'ai montrée à Arafat à Paris, que je n'ai rencontrée que 2 fois, la première en 1990 et la deuxième en 1995 à Paris. ولحسن الحظ أنه هذه الخرائط موجودة الآن لدى التلفزيون الفرنسي، حيث أول لقاء كان معي مع التلفزيون الفرنسي 1990 واللقاء الثاني في عام 2014. الاختلاف بين الخريطتين بين 1990 و 2014 أنني كنت في ال90 شاب لدي شعر أسود، وفي ال14 أصبحت رجلا كبيرا بالسن لدي شعر أبيض. Fort heureusement, ces cartes existent et sont stockées à la télévision française. Il y a 2 cartes qui datent de 90 et de 2014. Et puis j'ai été reçue d'ailleurs par la télévision française. Oui, donc en 90 et 2014, j'ai été interviewée à la télévision française. Alors la différence entre ces 2 cartes, c'est qu'en 90, j'étais un jeune homme aux cheveux noirs et aujourd'hui, je suis un monsieur aux cheveux gris. Et donc vous êtes allé voir Arafat avec cette carte. Et alors je vais dire ce que vous avez dit, vous allez expliquer pourquoi. Et vous lui avez dit, on vous a dit que vous alliez avoir un État, mais regardez ces cartes, vous n'aurez rien. حقيقة أنا فني وليس سياسي، وهذا بالأساس عندما قلت له بأن لا يوجد لديك دولة فلسطينية بل يوجد لديك كانتونات، قال نعم يوجد دولة فلسطينية. قلت له بالحرف الواحد إذن لديك ورقة في جيبك لا أعرفها. Alors, bon, moi je suis un expert, un technicien, je ne suis pas un politicien. Et donc, quand j'ai montré à Arafat, je lui ai dit voilà ce que vous allez obtenir, ce n'est pas un État. Il m'a dit si, c'est un État. Et là, je lui ai répondu alors vous avez un document dans la poche dont j'ignore l'existence. وهذا ما حصل أيضا عندما اجتمعنا في أريحة وبدأنا بوضع لمدة 3 ساعات شرح لوضع مدينة القدس. وطبعا احنا بنتكلم عن القدس، كان يتكلم عن القدس الشريف، يتكلم عن القدس الشرقية. فقلنا له بالحرف الواحد أن هنالك فرق في كل خارطة لديها مصطلح
احنا بنسميه الجيوبوليتيك، يعني كل واحدة لها مصطلح. كانوا بيستعملوا بالأول القدس وفقط. Et dans une réunion qu'on a eue à Jéricho pour justement tracer la carte de Jérusalem, donc, que nous appelons Al-Quds, et à laquelle lui réfère avec le terme de Jérusalem-Est. Et là, on l'a alerté pour lui dire qu'attention au terme, parce qu'il y a des dimensions géopolitiques au terme, et en fonction de chaque carte, vous pouvez avoir des termes différents pour désigner ce qu'on appelle en langage ordinaire Jérusalem. وهنا الخرائط تعني القدس الشريف أنظر الأتراك تعني كيلومتر مربع. لحظة هذه أوكي. القدس الشريف تحت العثمانيين تعني كيلومتر مربع يعني البلدة القديمة. القدس تحت الانتداب البريطاني 21 كيلومتر مربع. القدس تحت السيطرة الأردنية 6.5 كيلومتر. إسرائيل اليوم 72 kilomètres مربع طبعا. Alors pour illustrer justement cela, quand on parle de la vieille ville, la ville sainte, à l'époque ottomane, la superficie était d'1 km². Sous le mandat britannique, elle était de 21 km². Sous la domination jordanienne, elle faisait 6,5 km². Et actuellement, sous la domination israélienne, Jérusalem fait 72 km². Bah, écoutez, je pense que le moment est venu de vous poser la question. C'est vraiment le bon moment de vous demander ce que vous pensez du plan Trump et en quoi c'est l'aboutissement de cette histoire. أنا لم أتفاجأ إطلاقا لأنه ترامب هي جمع كل الخرائط والرؤية الإسرائيلية وبس وقعها. Je n'ai pas du tout été surpris parce que le plan Trump, c'est simplement la juxtaposition de l'ensemble des plans israéliens signés par Trump. خلينا ناخذ خارطة يعني. Alors, considérons les choses une carte à la fois. في عام 1970 كان في هناك خارطة اسمها خارطة ييغال ألون لغور الأردن جوردان فالي. Alors, en 1970, il y avait un plan qui existait, celui de Yigal Allon, considérant la vallée du Jourdain. Concernant, pardon. اليوم بيتكلموا عن وادي الأردن أو جوردان فالي تحت السيطرة الإسرائيلية. Aujourd'hui, la vallée du Jourdain est sous domination israélienne. مشروع شارون 1990 تقطيع الضفة الغربية بشكل طولي وبشكل عرضي. Le plan Sharon, en 1990, qui consistait à diviser la Cisjordanie horizontalement et verticalement. مشروع ليبرمان تقريبا 5 سنوات ليبرمان اللي هو نقل السكان من المناطق الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية والمستوطنين يبقون في الضفة الغربية. Et puis le plan Lieberman qui consistait à amener les colons vers les territoires palestiniens et à ce que les colons israéliens en Cisjordanie restent là où ils sont. والأمر العسكري رقم 50 للطرق الصادر في 83 بتقطيع الضفة الغربية بالشوارع بشكل طولي وبشكل عرضي. Et puis le plan de 83 qui consiste à diviser la Cisjordanie horizontalement et verticalement. هذول الأربع مشاريع وضعوا في مخطط واحد. إذا لاحظت دخلت للديتيل تبع ترامب أن التواصل بين المنطقة ومنطقة عن طريق الأنفاق والجسور. Et donc ces 4 plans ont été réunis dans le plan de Trump avec la différence. أنفاق وجسور نفس الشيء. التواصل بين avec donc tous ces ponts et tous ces tunnels qui permettent la communication entre ces différentes. وهذا مشروع شارون التواصل بين القرى والمدن الفلسطينية عن طريق الأنفاق. Et ça c'est rien d'autre que le plan de Sharon où justement qui consistait en cette infrastructure de ponts et de tunnels pour faire communiquer les villes palestiniennes entre elles. الشيء الوحيد المختلف هو منطقة غزة. إذا لاحظنا خارطة غزة هي 3 تجمعات موجودة التواصل بينها عن طريق الشوارع. La seule différence concerne Gaza qui est divisée en 3 zones et ces 3 zones communiquent entre elles de façon terrestre, on va dire.
المنطقة الأولى اللي هي الاندستريال اريا منطقة صحراوية، والمنطقة الريزيدنشال اريا هي منطقة جبلية وعرة. Donc il y a une zone désertique, une zone résidentielle mais assez montagneuse et difficile d'accès. واحدة ريزيدنشال مناطق وعرة، والمنطقة الأخرى اللي هي الاندستريال اريا اللي هي المنطقة الصناعية. Et puis une zone industrielle. Ok, bah écoutez, je vous remercie pour cet avis d'experts extrêmement précis sur la question. Merci à tous les deux et merci aussi à vous. Merci for you.